Bhagavate Asudeva Aya. O Namo 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 Bhagavate Asudeva Aya. Avant de le chanter encore, ce que nous chantons là est un très beau mantra qui appelle toutes les âmes de bonne volonté, toutes les âmes lumineuses, à nous accompagner dans notre traversée. Et vous avez peut-être remarqué qu'en le chantant, et c'est pour ça que je prends la peine de vous l'indiquer pour quand on va le rechanter ensemble, vous y soyez attentifs, il y a des strophes dans ce mantra qui nous obligent de descendre très profond, faire vibrer cette zone ici. Pour ceux qui ont des connaissances anatomiques, nous avons un os qu'on appelle le sternum. Il protège le cœur. Parce que le cœur, il n'y a qu'un seul cœur dans un organe, dans un corps, pardon. Et donc, si vous recevez un coup dans votre poitrine et que le cœur est abîmé, votre vie est en danger. Alors, le sternum, il protège le cœur, mais il ne faut pas qu'il casse si vous recevez un coup dans la poitrine. Donc, c'est un os articulé en deux parties. Et la partie de l'articulation, vous la sentez ici, c'est une petite bosse. On appelle ça le manubrium sternal. C'est exactement, en termes d'énergie, le siège de l'âme. L'âme, elle habite là. Vous êtes trop bas, plus haut. Ces deux travers de doigts sous vos clavicules, juste ici, la petite bosse. L'âme, elle habite sur le cœur. Et quand vous chantez, c'était la force des studios de Walt Disney. Parce qu'ils ont fait des chansons qui étaient chantées avec l'âme. Quand Blanche-Neige chante, on sent la vibration de l'âme, et donc tous les enfants sont là. Parce qu'on se reconnaît d'âme à âme. C'est l'âme qui reconnaît. J'ai parlé avec 2-3 personnes ici à la pause, et il y en a qui m'ont dit « Je ne savais pas si j'allais venir, puis finalement c'était plus fort que moi, il fallait que je vienne. Oui, c'est l'âme, elle reconnaît. Quand moi j'ai découvert la tombe de Toutankhamon, là, à l'âge de 10 ans, tout mon corps qui a vibré, l'âme a reconnu. Et je suis sûr que dans les mots que je prononce, vos âmes sont contentes parce qu'elles reconnaissent. Ça, c'est leur monde. O Namo
Asudeva Aya. C'est un exercice de faire ça, mais ça réveille la vibration de l'âme. J'ai parlé avec une d'entre vous qui me disait qu'elle avait médité avec moi pendant le confinement, quand je faisais les méditations tous les soirs, 50 soirs d'affilée, et, et que ces méditations avaient changé sa vie, parce que c'était cette méditation où on ouvre le cœur tellement fort que l'âme est de nouveau réveillée. Mais n'espérez pas réveiller la vibration de l'âme si vous n'ouvrez pas votre cœur. Et ouvrir le cœur, c'est pas des bons sentiments, c'est pas dire j'aime tout le monde ou je vais être gentil. Ça vient du mental, et comme on l'a dit à propos de l'attention là tout à l'heure, dans le mental, ça vient, ça part, c'est pas stable. Si vous voulez toucher à cette part d'éternité qui est en nous, ce qui est pérenne, qui reste, il faut ouvrir le cœur physiquement, tantriquement, détendre. Et le chant aide à ça. Et la personne avec qui je parlais de ça, puisqu'elle en avait fait l'expérience pendant le confinement, me dit qu'elle avait adoré qu'à un moment donné, là sur Facebook, alors que je ne savais pas qui était en face de moi, j'ai osé chanter Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Oh, mais c'est beau! On devrait chanter, on devrait danser, comme quand je suis en Afrique. Ça danse, ça chante, l'âme est là. Ah! Alors je me suis rendu compte, en allant vider ma vessie, que j'avais commencé quelque chose que je n'ai pas terminé quand je vous ai parlé des anciens Égyptiens. On ne peut pas faire ça aux anciens Égyptiens, de ne pas terminer ce qu'on dit sur eux. Je vous avais parlé de la pesée de l'âme. Mais je vous avais parlé juste avant de Maat, ce principe de justesse. Et je vous disais que le défunt, l'âme du défunt, quand elle se présentait dans la salle des deux maths, la maths intérieure, la maths collective, il y avait cette balance, et dans un des plateaux, elle déposait son cœur, qui est le siège de l'âme. Et dans l'autre plateau, maths, et c'est ça que je ne vous ai pas expliqué, parce que je vous ai dit qu'il y avait un monstre, à la fois crocodile, hippopotame et lion au pied de la balance. Mais je ne vous ai pas dit que Maat venait déposer sa plume d'autruche. Parce que les Égyptiens, c'était des chamans. C'était des gens tellement reliés à la nature qu'ils ne parlaient qu'en fonction de ce qu'ils avaient observé dans cette nature, les forces de la nature, les mouvements. Et alors, comme c'était souvent des animaux, ils représentaient ça sous forme d'humain à tête d'animal pour montrer que nous avions ça en nous aussi. Et là, le principe de la mate, le principe de cette justesse qui permet l'harmonie absolue, eh bien, il était représenté par une femme. Une femme qui portait une plume d'autruche sur la tête parce que les Égyptiens avaient remarqué que c'est la seule plume qui est parfaitement équilibrée de part et d'autre de la tige centrale. Souvent, une plume, il y a une grande partie et une petite partie. La plume d'autruche, elle est épanouie de manière équilibrée. Et donc, Maat déposait sa plume qu'elle portait sur la tête. D'ailleurs, les Maasai portent encore ces plumes sur la tête, c'est merveilleux. Mais l'Égypte est une civilisation africaine. Et les Maasai portent les grands colliers comme les Égyptiens. Et Maat dépose cette plume d'autruche dans un plateau de la balance. Et si le cœur est plus lourd que la plume, ça veut dire que le défunt n'a pas vécu sa vie dans le respect des principes de cette justesse, les principes de l'âme. Et il est censé être dévoré par ce monstre qui est là. Mais, les Égyptiens sont sages, savent que c'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé une fois qu'on ne peut pas y arriver la fois suivante. Et donc, Thoth, la sagesse, dit au monstre de se calmer
et on laisse malgré tout le défunt aller vers l'éternité, mais il aura une nouvelle initiation à vivre dans l'au-delà. Mais dans toutes les traditions du monde, le Bardo Todol, le purgatoire chrétien, c'est une occasion de se purifier alors qu'on n'a pas réussi à le faire dans son vivant. Et c'est simplement que la conscience, tant qu'elle est assaillie de toute cette dualité, de tout ce qu'on va regarder là dans cette personnalité, elle n'est pas détachée, elle n'est pas libérée. Mais par contre, si le cœur est plus léger que la plume, alors le défunt rentre dans l'éternité, symbolisé par Osiris avec sa peau verte qui est en régénérescence permanente. Mais pour l'Égyptien, l'éternité n'est pas tant une durée, c'est un moment. Ce moment où tout est accompli, où tout est accueilli, où tout est pardonné. Et moi je parle beaucoup avec les âmes. Tous les soirs quand je rentre chez moi, je brûle une bougie pour toutes les âmes des défunts que j'ai croisés et puis même pour les autres. Et parfois il y en a un que je vois plus, alors je lui envoie beaucoup de paix, je lui demande de se pardonner. Parce que la personnalité qui est encore attachée à l'âme fait qu'il y a encore des attachements et il reste coincé dans ce purgatoire. Et on peut aider les âmes à se libérer, à aller dans cette conscience, dans cette lumière, dans cet amour. C'est la même chose. Cet accueil sans condition de qui on a été. Et alors, ce mouvement d'amour retourne à l'unité, à ce moment d'accomplissement qui est éternel. Mais on peut vivre plein d'éternité au cours d'une journée. Combien de fois je me vois partir de ça, rentrer dans mes peurs, dans mon auto-flagellation, parce que moi je suis un petit garçon, j'ai été battu dans mon enfance. Et donc j'ai toujours cru que c'était de ma faute. Toujours. Et encore aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je me dis, t'as dû mal faire quelque chose. Et je suis dur du coup avec moi-même, du coup je suis un peu rigide, un peu perfectionniste. Alors ça a des bons côtés, parce que sur moi vous pouvez compter. Quand je dis oui, ce sera oui et j'irai au bout, parce que j'ai ce côté-là. Mais ça peut aussi nous emprisonner, et la rigidité peut devenir de la raideur. Et la raideur c'est la mort, hein. Donc je dois me méfier de ça. Et quand je me vois comme ça repartir dans ces vieux mécanismes, et mon âme en souffre, hein, où je suis dur avec moi-même, et on est très dur avec nous-mêmes. Alors je dis non, arrête, ne fais pas ça. Réouvre ton cœur, accueille, accepte. Et je connais le moment d'éternité. Une paix, mais waouh. Et qui n'est pas une paix obtenue par une déconnexion. Non. Il y en a un d'entre vous qui m'a demandé, mais alors on est obligé de traverser. On ne peut pas faire l'économie de ce... Ah oui. On ne peut pas faire l'économie de traverser. Et tous les mythes de l'humanité nous le racontent. Hein. Moi j'aime beaucoup le mythe, parce que c'est un mythe de Moïse, qui n'a pas existé. Tout ça, c'est des histoires, mais des histoires comme celles des anciens Égyptiens. C'est là pour parler de ce qui se passe en nous. Et Moïse, il sait que la terre promise existe. Il a la foi en cette terre promise qu'on peut appeler l'amour. Il sait. Et donc il emmène les autres. Mais ils vont errer pendant 40 ans. De nouveau 40, comme Rumi dans sa bibliothèque avec Shams. Et ils vont errer dans ce Sinaï, qui pourtant, tu peux errer en 40 ans, tu as trouvé la porte de sortie. Hein. Franchement, moi j'ai fait le Sinaï à pied, tu trouves, hein, tu peux le faire de 10 fois dans un sens dans l'autre, tu le trouveras à la porte de sortie. Hein. Non, c'est symbolique. Mais Moïse, il a une foi tellement grande qu'il n'a même pas besoin d'aller sur la terre promise. Il meurt avant. Il est libéré. Il était libéré pendant tout son trajet. Il n'a pas besoin de la preuve que ça existe. Il le sait que ça existe. Et moi, dans ma vie, j'arrive pas toujours à aimer convenablement, suffisamment. J'ai pas souvent le cœur, j'ai pas parfois le cœur suffisamment ouvert pour m'accueillir, accueillir tout ce qui est. Mais je sais que c'est vrai. Alors je vous emmène avec moi et j'y crois. Et je le connais pas, c'est pas grave. Il y a des moments où je le connais. Ces moments d'éternité. Et là, l'âme, elle peut pleinement s'épanouir. Et alors elle vous parle. Et elle vous dit de faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Hein. Moi, c'est généralement à ce moment-là que j'écoute. C'est quand elle me demande de faire un truc que j'ai pas envie. J'y vais. Je dis, ah,
parce que ma personnalité n'aime pas. Mais ma personnalité, je ne me fie pas trop à elle, parce qu'elle ne vit que à la recherche du confort, de la loi du moindre effort et l'anesthésie générale, c'est-à-dire exactement ce que notre civilisation a fait. Civilisation de la personnalité, de l'individu, de l'individualisme, de l'anesthésie générale, de super confort et de la déconnexion totale. Ça, c'est la civilisation dans laquelle nous vivons. C'est extraordinaire. Mais il y a encore aujourd'hui des civilisations qui ne vivent pas là-dedans. Et nos ancêtres, les Égyptiens, n'y vivaient pas. Mais je pense qu'on ne s'est même pas imaginé comment ils vivaient. Donc, on va traverser, mais c'est bien si on nous donne des modes d'emploi. Pas des recettes, juste les modes d'emploi. Et après, c'est à toi à utiliser ou pas. Dans les tombes pharaoniques, il y avait des textes, et notamment ce que les égyptologues ont appelé communément le livre des morts. Non, non, c'est pas ça le nom, hein. C'est le livre pour sortir au jour. Ça, c'est le vrai nom de ce qu'on appelle le livre des morts. C'est beau, le livre pour retourner à la lumière, le vrai jour, parce que la mort, c'est l'occasion d'enfin aller dans la lumière. Et du coup, ils avaient les recettes. Et quand tu lis ces textes qui sont en apparence un peu hermétiques, tu dis waouh, ils nous expliquent tout ce que c'est un parcours spirituel. Et tu vas te voir, tuer les monstres, tuer toutes ces formes que nous créons en nous et qui sont ce que j'appelle la névrose. Alors, je pense que les mots, ce sont les mots, mais c'est très important de les définir quand on les utilise parce que parfois les autres n'entendent pas la même chose dans les mots qu'on utilise. Donc, quand je parle de névrose, dans mon vocabulaire, c'est bien clair que c'est un processus d'adaptation pour essayer de survivre. Et malheureusement, ce processus d'adaptation recrée exactement ce qu'il était censé éviter. Ok ? Ça, c'est ce que j'appelle la névrose. Après, on peut donner d'autres définitions, mais vous verrez que par rapport à ce que nous explorons ensemble, ça a beaucoup de sens. Un exemple, pour illustrer ça, on a tous attendu le biberon dans notre berceau, tous. Et on a tous pleuré pour le recevoir. Et tous, il y a eu des moments où le biberon n'arrivait pas suffisamment vite, et on a connu une grande peur, une grande angoisse, qui n'était pas intellectuelle, hein, qui était physique, il y avait un trou là dans notre ventre. Et donc on porte tous en nous la peur de perdre ce lien et de ne pas être nourri depuis l'extérieur. Et quand quelque chose qui nous nourrissait disparaît, on a tous une tendance à s'effondrer autour de ce troisième chakra qui voulait se remplir. Restez comme ça une demi-heure, vous allez voir dans quel état vous serez. Hein. Antidépresseur, hein, parce que tu t'en sors pas. Hein. Et pourtant, la proposition, c'est de se redresser, de se réouvrir et de se remplir de l'intérieur pour donner à notre cerveau une information que non, je ne suis pas vide. J'ai de la ressource et le cerveau ne croit que ce qu'il sent. N'espérez pas changer quelqu'un en lui faisant des belles paroles. Il faut que son cerveau reptilien ait enregistré l'information. Et si tu dis à quelqu'un, mais ça va aller, tu sais, hein, ça va aller, mais remplis-toi de l'intérieur, hein, et que vous la laissez s'effondrer, cette personne, elle se remplira jamais de l'intérieur, et elle ne le sentira jamais, et elle s'effondrera de plus en plus, et ça, l'avantage qu'elle aura à s'effondrer, c'est qu'elle espère que vous allez la remplir, puisque c'est le but du jeu. Ne me quitte pas. Dès que vous invitez cette personne à se redresser, à se remplir, à avoir cette sensation de plénitude, notamment dans cette zone de l'estomac, le cerveau enregistre « Ok, je ne suis pas vide ». Et tout le mental change. Il y a des solutions. Et vous commencez à repartir dans un élan. Donc, ça c'était l'enseignement de Reich. C'est la force de ces approches psychocorporelles. Et j'ai dit que pour comprendre justement ce qui nous emmène dans la nuit noire de l'âme, ce qui fait que notre âme n'est plus entendue puisque la personnalité, elle est là avec toute cette névrose, ben je vous propose qu'on passe
rapidement en revue ces névroses. Hein. Après, si ça vous intéresse, bah, il y a le livre La posture juste, après il y a les livres de Wilhelm Reich, d'Alexander Lowen, qui sont parfois un peu plus ardus, mais il y a des ressources pour avoir tout ça, toute cette information. Et, je le dis, ça fait un peu pub, mais bon, je le dis, tous les ans, au hameau de l'Étoile, près de Montpellier, du 19 au 22 août, on se réunit 4 jours avec l'école et pour le grand public et on travaille là-dessus pendant 4 jours sur tout ce vécu corporel, ces mouvements énergétiques, et on chante et on danse, mais surtout on ressent. Et généralement les gens qui sortent de là, leur vie a changé. C'est le début, hein, parce que après, comme tout le monde, dès qu'ils sont dans l'autobus ou dans le taxi, ils sont repris par tout ça et ils perdent la conscience. Mais quand même, quand on l'a goûté, on sait que ça existe, c'est comme Moïse, et on peut avoir envie d'y retourner vers la terre promise. En attendant, je vais vous raconter une histoire en 5 chapitres, parce que c'est vraiment 5 étapes de notre développement où Reich a identifié que s'installait la peur de disparaître, et le programme névrotique s'enclenchait. Et ces programmes, on les a tous, hein. Tout le monde les a dans notre cerveau reptilien. C'est là depuis des centaines de millions d'années. Les animaux les ont. Moi, je peux vous classer dans tout ça, les chiens, les chats, les fourmis, mais ce sont des mouvements du vivant. Chez l'être humain, ça prend une sophistication particulière, et puis ça peut devenir même du mensonge. Parce que l'être humain, son problème, c'est qu'il peut mentir. Une fourmi, ça ne ment pas. Un ver de terre, encore moins qu'une fourmi. Et les grands sages de cette planète, c'est les vers de terre. Mais vraiment, un ver de terre, c'est sage. Ça sent quelque chose et ça s'adapte à la chose. Il n'y a pas plus sage que ça. Et plus vous allez monter dans la sophistication de l'intellect, plus on risque de mentir. Mental vient de mens mentis, en latin, qui a donné mentiri, mentir. Et on se raconte des histoires, mon Dieu. Alors, à quoi ça sert ce truc, hein? Pourquoi pas être resté des vers de terre? Vous allez me dire, quand même, nous les humains, on est si évolués. Mais on est une manifestation particulière du vivant qui a comme caractéristique, on va dire, de pouvoir mettre des mots et des images clairement exprimées par rapport à ce vécu. Le ver de terre ne vous mettra pas de mots, mais il le vit. Et c'est la différence entre un philosophe et un sage. Un jour, j'étais dans une émission de télévision avec André Comte-Sponville. Et moi, j'étais tout jeune, c'était la première fois que j'étais à la télévision. Et André Comte-Sponville avait écrit un livre, le dictionnaire philosophique. Il avait fait comme Voltaire, il avait écrit son dictionnaire philosophique. Et c'est un homme qui parle très bien et puis il est habitué à cet exercice. Et puis moi, j'étais là et à un moment donné, quand c'était mon tour de parler, 50 minutes, que nous deux, avec une journaliste formidable dans une émission qui s'appelait Si j'ose écrire. Et cette journaliste me dit, et vous, comment vous vivez tout ça? Et je dis, bah, écoutez, moi, je pense qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de sentir et de respirer. C'était court, hein? Mais j'étais content de l'avoir dit, parce que je sentais, moi, les mots me prenaient à la gorge. Et Kant a dit ça, Heidegger a dit ça, et j'en pouvais plus. J'étais un peu complexé, parce que je n'avais pas la même culture philosophique, mais en plus, c'était trop. Et donc, j'essayais de dire que le corps avait beaucoup plus de sagesse que le mental. Et que le mental devenait sage, il écoutait le corps. Et à la fin de l'émission, André Comte-Sponville a dit une chose magnifique, et je lui rends hommage, parce que il était quand même un peu la vedette, et il a montré qu'il avait compris quelque chose. Et il a dit, vous savez, moi je suis devenu philosophe parce que j'étais pas doué pour vivre. Donc voilà, j'ai pensé la vie. Mais il y a des êtres qui vivent la vie. Et c'est la différence entre un philosophe et un sage. Un philosophe, il la pense, il est l'ami de la sagesse, mais le sage, il n'est pas l'ami de la sagesse, il est la sagesse. Il vit la vie.
Et il ne cherche pas la perfection, il traverse sans arrêt, traverse, il va de l'autre côté. Et donc, le premier chapitre de cette petite histoire, il commence au moins le jour de notre naissance, et même avant, parce qu'aujourd'hui on sait qu'un embryon, un fœtus, c'est pas une crevette, et même les crevettes elles sentent, hein, bien sûr, mais il y a une vie pour cet embryon, il perçoit énormément. Et son cerveau n'est pas fini, ça veut dire qu'il perçoit beaucoup dans son cerveau reptilien, et tout de suite, avec son système nerveux qui est en train de se former, il a des réactions automatiques, instinctives. Il s'adapte, il doit pas réfléchir, heureusement, parce que si on devait réfléchir, imaginez qu'il y a une bombe qui explose là-bas et qu'on commence à réfléchir, on est tous cuits. Hein. Mais tout de suite, notre corps nous dit, il faut partir. Et donc, et puis surtout, notre corps va s'agiter, le rythme cardiaque va augmenter, on est prêt à partir. Et donc, il y a une vie intra-utérine, et puis il y a, au moment de la naissance, un réel traumatisme. Même si la naissance est vécue dans des circonstances relativement douces, ça reste quelque chose de confrontant. Vous imaginez, on est là, dans le paradis perdu, dans le ventre de notre mère, 37 degrés en permanence, nourri par un cordon ombilical, pas d'hypoglycémie, on est tout le temps bien, et puis on entend des bruits assourdis, on reconnaît des voix, mais c'est lointain. La lumière ne nous aveugle pas, mais on l'aperçoit à travers la paroi abdominale, on sait qu'il y a des jours et des nuits, et l'enfant commence à percevoir tout ça, ça forme son système nerveux, génial. Et puis tout d'un coup, parce que l'enfant a donné le signal à la maman, l'utérus commence à se contracter. Bien souvent aujourd'hui, on n'attend même pas que l'enfant ait envoyé le signal à la maman, et on fait des contractions même artificielles de l'utérus, et l'enfant, vous imaginez, double traumatisme, hein, et ça pousse, et devant ça coince. Parce que l'utérus, le vagin a beau se dilater, la filière a beau s'élargir, ça reste quand même un peu étroit pour la grosse tête et surtout les épaules que nous avons. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse, et ça coince, et ça coince, et ça coince. Et le travail dure. Poussez, madame. Et puis tout d'un coup, il y a la délivrance. En anglais, on dit l'accouchement, c'est de delivery. Et à ce moment-là, l'enfant va prendre une grande inspiration. Vous savez ce que ça fait de prendre une grande inspiration? Ça brûle. Oxygène, combustible, waouh! Ça brûle les poumons. Et l'enfant qui n'a pas de mental pour analyser, c'est normal que ça brûle, c'est le premier jour de ma vie, c'est l'oxygène. Non, l'enfant n'a pas de mental, son cortex n'est pas fini, il sera fini vers 5, 6, 7 ans. Non, l'enfant, il est perception-réaction. Et on est rassuré, il souffre, c'est donc qu'il est vivant. C'est génial, ça commence comme ça. Et si l'enfant, par malheur, ne crie pas, on s'arrange pour le faire crier. Alors, l'enfant, on le met dans les bras de papa. Papa le prend contre sa joue, mais papa n'est pas rasé parce qu'il a passé tout le temps du travail sans se raser. Donc, c'est comme s'il était contre, vous savez, une espèce de lime comme ça. Et puis, on le met sur le ventre de maman. Maman, elle est hagard, elle n'en peut plus. Elle voit ce bébé, mais... Et puis, on l'emmène, on va le peser sur une balance qui est à 25 degrés. Lui, il vient de 37. Puis après, on dit, il a des glaires. On lui envoie un tuyau dans le nez. Vous imaginez ce moment, heureusement qu'on a oublié, mais en fait on n'a pas oublié. On a gardé une grande méfiance du contact avec le monde. Et nous la portons tous, cette méfiance. Certains l'ont plus que d'autres. Je vous disais, je crois que j'ai dit ça là tout à l'heure, moi j'ai passé mon enfance vraiment très isolée. J'étais terrifié par le monde, mais terrifié. En plus, quand on est sensible, on perçoit tellement de choses. Peut-être qu'aujourd'hui on aurait dit j'étais un peu autiste, mais peu importe, hein, les diagnostics on s'en fout, c'est de savoir qui on est, puis on fait avec ce qu'on est et on avance. Hein. On n'est pas là pour se mettre dans une case diagnostique. Je ne supporte plus moi les hypersensibles, les hyperactifs. Il faut arrêter de mettre tout le monde dans des cases comme ça. Ce sont des êtres humains, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe en eux, et puis qu'ils en fassent quelque chose et qu'on les accompagne. En attendant,
dès que nous avons cette peur du contact, c'est la peur du contact, on a un programme qui s'active, la déconnexion, que certains appellent la fuite. C'est la première défense du vivant. Si vous marchez dans une savane, les animaux ne vont pas vous attaquer, hein. Ils s'en vont. Sauf si vous marchez sur la queue du lion. Et si vous regardez une cellule de votre corps qui est en contact avec un produit toxique, la cellule va se rétracter. Elle se déconnecte. Henri Laborie avait écrit l'éloge de la fuite. C'est la première défense du vivant. La déconnexion, avant la fuite, parce qu'un enfant, il ne peut pas s'enfuir, mais il se déconnecte. Et il se déconnecte beaucoup dans le sommeil. Et tous, on est capable de se déconnecter, de se couper, de rentrer dans ce que Reich appelait la schizoïdie. Et alors on voit l'énergie qui habite le corps. Certains, c'est tellement fort que leur corps en a pris la forme. Hein, c'est souvent parce que dans des familles, ça s'est transmis de génération en génération. Mais alors ce sont des corps qui ont plutôt l'air élancés, des jambes très fines, et puis les pieds qui rentrent parce qu'ils ferment tout le bas, tout le premier chakra, et ils sont là, ils rêvent, ils ont des grands yeux vagues, un peu absents. Ah, ça fait des artistes. Hein. Après, pour descendre sur Terre, Vincent Van Gogh, heureusement qu'il avait son frère. Hein. Sans ça, on n'aurait jamais vu une œuvre de Van Gogh. Hein. Et ça fait des êtres qui sont tellement pas dans leur corps qu'ils ont besoin de stimulation. Van Gogh, il s'est même coupé l'oreille à un moment donné. Je n'ai pas rentré dans tous les détails de chacun de ces traits de caractère parce qu'on en a pour une journée. Enfin, au hameau de l'Étoile, c'est 4 jours. C'est tellement riche de comprendre comment nous fonctionnons. Et nous portons tous potentiellement des moments de schizoïdie où on se déconnecte. Et ça va se voir dans notre sexualité, qui sera plutôt solitaire, dans la masturbation, parce que le contact avec l'autre n'est pas facile ou pas possible, mais on a quand même besoin de cette sexualité pour s'apaiser, sentir qu'on a un corps. Ça va se manifester dans le rapport à la nourriture, où on mange 3 fois rien parce qu'on ne veut pas sentir son corps, on ne veut pas sentir son estomac, et en même temps on est tellement sensible qu'on consomme beaucoup d'énergie, donc on mange beaucoup, mais des sucres rapides, et on ne grossit pas, parce qu'on consomme tout. Et on reste comme ça, des espèces d'échalas. Les adolescents, ça beaucoup, ils n'habitent pas leur corps, les adolescents, ils sont démembrés, ils s'assiedent dans le fauteuil complètement. Hein. Il ne faut pas leur demander de s'asseoir convenablement, ils ne savent pas, ils n'ont pas le schéma, c'est pas encore là. Avec le temps, ils vont commencer à habiter leur corps. Puis ils vont prendre du poids d'ailleurs, parce que le corps change en fonction de qu'est-ce qui est actif en nous. Et à un moment donné, le rapport à l'argent de cette part schizoïde de nous, c'est le déni. L'argent, on n'en a pas besoin, on vit sur une étoile, là, on est spirituel. Ah oui, alors là, on est spirituel. On flotte, oui. Hein, on est déconnecté. Si vous voulez créer une secte, c'est facile avec ces gens-là. Hein. Très très facile, je le vois à l'école de la posture juive. Si on voulait faire une secte, mais en 2 temps, 3 mouvements, les gens te confient leurs trucs et ils flottent et on est tous ensemble. Sauf que c'est toi qui deviens prisonnier du truc, donc non, on ne joue pas à ça. Hein. Et l'ajustement nécessaire quand on est déconnecté, à votre avis, c'est quoi? On se connecte, on s'ancre, on descend, on habite son corps et on rentre en contact, on n'a plus les yeux vagues qui évitent le contact. On est en contact, mais pas un contact invasif, hein, juste une présence, on est juste là, mais vraiment là. C'est pas si simple. Hein. Alors juste après ce premier chapitre, Reich nous enseigne qu'il y a un autre problème dans notre vie. C'est que à peine né, on coupe le cordon ombilical. Et le cordon ombilical, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, c'est ce qui nous permettait de ne jamais connaître d'hypoglycémie. Puisque nous étions nourris en permanence, il y avait une forme de stabilité, pas d'hypoglycémie. Et tout d'un coup, cordon coupé, chute du sucre dans le sang. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'enfant pleure. Il pleure pourquoi? Parce qu'il est perception. Et il a perçu un trou ici dans l'estomac, le 3e chakra. Et il y a une angoisse qui naît en lui.
Parce que sans nourriture, tu ne vas pas vivre. Sans sucre, ton cerveau va commencer à débloquer. Donc, il y a un appel, et il crie, et il pleure. Ce sont des pleurs d'appel. Et puis le biberon arrive. Et l'enfant commence à instaurer un circuit qui dit, il suffit de pleurer pour obtenir. Sauf que ça recommence 3-4 heures plus tard, le biberon vient et d'expérience de renforcement en renforcement, l'enfant sait qu'il suffit de pleurer pour obtenir. Et puis à un moment donné, le temps a passé et les parents se disent qu'il faudrait quand même apprendre à l'enfant la frustration, ce qui est très important d'apprendre la frustration. Dans un monde de dualité, nous venons certainement de l'unité, nous venons de la conscience pure, mais nous sommes des âmes projetées dans l'espace et le temps. Nous vivons dans la dualité. Donc dans ce monde-là, il faut apprendre la frustration. Et il faut aider l'enfant à l'apprendre. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu que c'est bien de nourrir l'enfant tout le temps. D'ailleurs, on voit ce que ça donne aujourd'hui, beaucoup de diabète, le pancréas est tout le temps stimulé et de l'obésité. Il faut pas nourrir l'enfant tout le temps. Après un temps, il faut commencer à espacer et lui apprendre à la physiologie, à aller chercher dans ses réserves plutôt que de tout le temps recevoir de l'énergie de l'extérieur. On a de plus en plus de cancers du pancréas, je pense qu'ils viennent en grande partie de là, parce qu'on grignote tout le temps, on ne supporte pas la frustration. Après, si on doit sevrer l'enfant et l'aider à espacer les repas, il ne faut pas le laisser pleurer dans son lit, hein, parce qu'il pleure, et les pleurs de appel vont se transformer en pleurs de colère. Il est en colère. Et je vous l'ai dit là tout à l'heure, toute colère correspond à un besoin. Il n'y a personne qui est en colère sans qu'il y ait un besoin derrière. Merci monsieur Marshall Rosenberg et sa communication non violente qui nous a rappelé ça. Et donc, une fois que vous entendez l'enfant en colère, eh bien, même si vous pensez qu'il faut qu'il espace son repas, il faut lui expliquer. Enfin, il ne comprend pas. Si, l'enfant comprend tout. Il perçoit tout. Il ne comprend pas la syntaxe parce qu'il n'a pas encore son cortex qui a enregistré tout ça. Mais par contre, il ressent. Il y a une présence bienveillante, une présence qui prend soin. Il suffit de mettre une main sur son estomac et lui dire, tu sais, tu auras à manger d'ici une demi-heure. Je suis là, il n'y a pas de danger. Et il apprend progressivement qu'on n'a pas besoin d'hurler et d'être en rage quand il y a la frustration. Et puis, si, par malheur, vous le laissez aller jusqu'au bout de cette colère sans venir le rassurer, eh bien, les pleurs vont se transformer et ce seront des pleurs des pleurs de désespoir. Et le désespoir, c'est le germe de la dépression. Dans les années 80, il y a un chercheur américain il s'appelle toujours, Martin Seligman, et il avait fait des expériences sur le rat. On mettait des rats dans des cages, on les stimulait avec de l'électricité, et les rats ne pouvaient pas sortir de la cage. Et il y avait un bâton. Et tant que les rats pouvaient mordre dans le bâton, qui pouvaient réagir par rapport à l'agression, ça allait. Et puis on enlevait le bâton, et les rats tournaient dans la cage, toujours avec ces décharges électriques, et à un moment donné, ils se tapissaient dans un coin, et ils ne bougeaient plus. Et à ce moment-là, Seligman faisait des analyses sanguines, et on voyait que les rats avaient des taux de cortisol extrêmement élevés, ils étaient dans un stress absolu. Mais leur système immunitaire était effondré. Et si on greffait des cellules cancéreuses sous leur peau, ces cancers fulminaient, se propageaient rapidement. Et donc Seligman a dit, quand on est confronté à une difficulté et qu'on se sent impuissant, il y a une dépression physique et psychologique qui se met en place. Mais, comme c'est un bon scientifique, il a continué l'expérience et il a continué à envoyer de l'électricité à ces rats qui étaient dépressifs en ouvrant les portes de la cage devant eux. Et vous savez que les rats ne cherchaient même pas à sortir. Et là, Seligman a dit, non, la dépression, elle vient de la résignation. Elle ne vient pas du sentiment d'impuissance, elle vient du fait qu'on s'est résigné.
ça pose une grande question dans nos sociétés parce que les gens sont bien dépressifs et très résignés. Et je me permets de dire, puisque je suis en France, ça m'a beaucoup chagriné. J'étais à Montpellier il y a 2 jours et j'ai même pleuré à Montpellier, vraiment. Dans la rue, je me suis mis à pleurer en sentant la résignation des gens. À quoi bon? Il y a une espèce comme ça, ok. Il n'y a même plus la colère. Elle est là, hein, elle gronde tout au fond, parce qu'il y a un besoin. Elle est là. Mais on n'a plus accès à cette colère. Et je vois les gens résignés. Et donc oui, ça ne m'étonne pas qu'ils sont juste en train de se plaindre, se sentir très victimes et bouffer des antidépresseurs. Et c'est triste. C'est triste. La situation n'est pas meilleure en Belgique, je vous assure, vraiment. C'est pas meilleur. Et le taux d'imposition et la dette de l'État, etc. Mais les gens sont moins résignés, franchement. Et donc, dans la population française, je pense qu'il faut plus résigner. Il va falloir. Mais j'ai très peur parce qu'en France, j'aime l'histoire. Et l'histoire de France, je la connais très bien. Mais quand je vois chaque fois que les gens sont sortis de leur résignation en France, ça a été des explosions de colère. Et puis ça fait la terreur après la Révolution française, ça fait des trucs de fou, où on se dit mais où ils vont? Parce que c'est trop longtemps. Et donc Seligman, il nous a montré que après la déconnexion schizoïde, où il faut s'ancrer, il y a l'effondrement qu'il a appelé oral. Le bébé qui appelle et qui s'effondre autour de ce trou-là dans son estomac. Et alors il est là. Et il cherche, et il se plaint. Ça va? Oui, ça va. Mais tu sais, la vie n'est pas simple. Hein. Là aussi, en France, c'est drôle. Hein. Quand les gens me disent au revoir, ils me disent bon courage. J'hallucine. Enfin, jamais je vais vous souhaiter bon courage. Jamais. C'est comme si je vous envoyais à l'échafaud en disant ça va être dur. Non, moi je vous dis bonne joie, bon élan, vas-y. La vie vaut pas la peine d'être vécue, elle vaut la joie d'être expérimentée, même quand elle est difficile. C'est une toute autre énergie, hein. Bon courage. Le programme est déjà bien enclenché. Ben, on dit bon courage tout le temps en France. Bon courage, hein. C'est une façon de dire au revoir. Hein? Ah, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. On y met de l'humour parce qu'on accueille ça avec amour. Mais quand même, c'est triste. Mais je vois les gens, ils sont comme ça. Si vous faites ça, c'est fini. Vous ne pouvez plus penser comme ça. Là, vous vous sentez de nouveau. Waouh, là. Donc, Reich nous a montré l'oralité et le besoin d'être nourri par l'autre dans la fusion. À deux, on est un et on ne va jamais se quitter. Hein. Ça, c'est l'oralité fusionnelle. Mais il y a une autre oralité, c'est l'oralité hyper indépendante. La fusionnelle, c'est ne me quitte pas. À deux, on est un pour la vie entière. Quand Céline Dion a chanté sur la Tour Eiffel, je riais aussi. Hein, parce quand même, elle chante très bien, mais cet hymne à l'amour, c'est un hymne oralité complet. Hein, hein. Tu fais ce que tu veux de moi, tu es l'amour de ma vie. C'est pas de l'hymne à l'amour, c'est l'hymne à l'attachement. Hein. Mais ça a plu, parce que tout le monde est là-dedans. Là. Mais alors, il y a l'autre chanson. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ça, c'est autre chose. C'est l'oralité hyper indépendante. Ça, c'est pour pas m'exposer au refus de l'autre, je préfère dire que j'en ai pas besoin. Mais pendant ce temps-là, j'ai toujours pas l'aide de l'autre. Hein, et je râle sur l'autre, mais je lui fais croire que j'ai pas besoin. Tu veux de l'aide? Non, non, pas besoin. Vous pouvez très bien. Quand même, il aurait pu m'aider. Bon. Ça, c'est l'oralité. Mais quel est l'ajustement? Alors, dans la sexualité, ça va se marquer par un besoin de fusion étouffant. Et souvent dans un couple, hein, quel que soit le couple professionnel, amical et évidemment sentimental, ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Mais on est là pour apprendre. Vous savez que nos âmes se sont choisies à travers des personnalités débiles pour refaire l'unité en conscience. Vous me suivez métaphysiquement? Parce que c'est ça. Il n'y a aucun hasard dans nos attractions. Pourquoi je suis attiré par une personne? Parce qu'elle a exactement la blessure qui fait que ça va réveiller ma blessure et ensemble on va devoir traverser ou divorcer. Mais si tu divorces, tu ne traverses pas. Ah oui. Alors parfois, moi j'ai rien contre le divorce. Hein. Je suis un peu triste de voir les divorces conflictuels où on s'étripe, ça n'a aucun sens. Mais où il n'y a plus d'amour du tout. Hein.
Et ça prouvait qu'il y avait sans doute que de l'attachement, et pas le vrai amour. Mais ça se travaille, ça se construit l'amour au jour le jour. Et nos âmes sont pour pour le construire, parce que c'est leur vocation d'aimer, de créer du lien sain. Et c'est ça la force de l'enseignement de cette personnalité, à travers même le corps et les mouvements énergétiques du corps, c'est d'ajuster pour retrouver le lien sain. Un, je dois être ancré, mais deux, je dois être autonome. Je ne dois pas dépendre de toi pour t'aimer. Tu peux partir, je t'aime quand même. Ça, c'est l'amour. Et l'autonomie, elle passe par ce remplissage de ce troisième chakra. Je le disais là tout à l'heure dans l'exemple que je donnais pour illustrer la névrose. Mais oui, cet effondrement, le cerveau reptilien, il est convaincu qu'il n'y a aucune ressource. Dès que vous faites ça, oh, ça change déjà tout. Ok, on y va quoi. Sexualité très dépendante. Alors dans les couples, il y en a souvent un des deux qui est plutôt fusionnel et l'autre qui est hyper indépendant. Donc vous en avez un qui est ne me quitte pas et l'autre qui est je n'ai besoin de personne. Alors c'est très drôle parce qu'il suffit que vous conseilliez à celui qui dit je ne me quitte pas de tout d'un coup faire croire qu'il n'a besoin de personne et celui qui disait que j'ai besoin de personne il dit et tu me quittes et il revient. C'est drôle. C'est des mouvements énergétiques. C'est drôle l'être humain. Quelle farce. C'est le bac à sable. Il n'y a pas beaucoup d'adultes sur cette planète. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'adultes. Et ceux qui nous dirigent, alors là, ils sont tout à fait... Eux, c'est 2 ans pelle et râteau hein, dans le bac à sable. C'est extraordinaire. Il n'y a personne pour leur dire qu'il faut grandir. Tu ne pouvais pas les inviter ici hein. On aurait les hélicoptères qui tourneraient au-dessus de notre tête pour faire la sécurité, mais... L'argent. L'argent de la part orale en nous, parce qu'on a tous toutes les parts, vous savez, qui se réveillent à certains moments, dans des circonstances, face à certaines personnes. Mais l'argent pour la part orale de nous, c'est j'en veux beaucoup. Mais pour le dépenser, pour me remplir, j'achète. Et je profite de rien. Parce que je suis comme un panier percé, je dois me remplir tout le temps. Et vous donnez 5 euros à quelqu'un qui a beaucoup d'oralité le lundi, il en a 500 le vendredi, mais il a déjà réinvesti pour acheter encore plus et pour se remplir encore mieux. C'est merveilleux. La nourriture, mon Dieu, vous lui apportez, hein, son assiette est remplie et il engouffre, il goûte pas, il engouffre. Ce qui est vexant, c'est qu'il grossit pas. Maintenant, il est tout le temps actif, il est tout le temps en train de dépenser. Mais c'est un panier percé, là, il engouffre. Et le temps, il n'en a jamais assez. Non, parce qu'avec tout ce qu'il veut faire, tu comprends, il n'y a pas de temps. Mais il ne goûte pas le temps. Moi, je dis souvent aux gens qui me disent j'ai plus le temps, je dis mais est-ce que tu goûtes le temps? Est-ce que tu le prends le temps? Parce que le laisser passer dans tes mains et courir derrière lui, tu le rattraperas jamais. Hein. Et ça passe vite une vie. Méfie-toi si tu goûtes pas le temps. Alors, 3e chapitre, parce que je me rends compte qu'on va aller déjeuner tout à l'heure. J'ai 5 chapitres à faire. Avant le déjeuner. On va y arriver. Hein. C'est que Reich nous explique que l'enfant qui, bon, a passé la première épreuve, hein, le contact, et il sait qu'il peut se déconnecter quand c'est vraiment trop difficile, mais que quand même c'est bien de se connecter. Il y a 2e épreuve, la perte du lien, que certains appellent l'abandon. Non. C'est pas parce que votre père ou votre mère est morte qu'il vous a abandonné. Hein. Et s'il avait pu, il serait resté. Mais c'est la vie qui fait ça. C'est pas un abandon, c'est une perte de lien, c'est tout. Hein. Parfois, il y a des vrais abandons, mais je préfère parler des choses à leur essence. C'est la perte de lien que nous redoutons. Parce que ce lien nous nourrissait, et on s'effondre, et on doit se redresser. Mais arrive la 3e épreuve. Parce que l'enfant qui commence à avoir de l'autonomie, vers 1 an et demi, là, il a ses petites jambes, il commence à marcher, il touche à tout. Hein, il rencontre les adultes qui n'étaient pas habitués à ça, parce que tant que l'enfant était une crevette dans un berceau, c'est facile à gérer. Mais un enfant qui touche à tout, qui commence à avoir des velléités de liberté,
on lui dit des non, on lui met des interdits. Et l'enfant, il comprend rien à ça. Et il est très fâché, très très fâché. Allez, mange ta panade. Et vers 1 an et demi, 2 ans, il dit non. Phase très importante que personnellement, j'ai apparemment pas dit suffisamment. Donc j'ai dit non à 40 ans. Ah oui, si vous ne le dites pas jeune, un jour vous devrez apprendre à dire clairement non. Parce que tant qu'on n'a pas dit clairement non, on ne peut pas dire franchement oui. Tu es trop en danger de dire oui si tu sais pas que tu peux dire non. Et je suis très heureux d'avoir dit non, même si c'était un peu tard. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui me fait faire ce que je veux pas. C'est non. Parce qu'on doit dégager, pas dégager, développer une autorité intérieure qui est capable de reconnaître ce qui est bon pour moi, alors je dis oui, et si c'est pas bon, je dis non. Mais c'est pas facile de développer cette autorité intérieure. Parce que notre rapport à l'autorité, aux parents et à tout ce qui symbolise les parents est confus. Tout simplement parce que vers l'âge d'1 an et demi, 2 ans, quand les parents nous disent mange ta banane et que l'enfant dit non, les parents, ils rentrent, ce sera le 4e chapitre de notre exploration, ils rentrent eux dans leur psychopathie et ils commencent à menacer l'enfant. Mange ta banane. Non. Mange ta banane quand je pense qu'il y a des petits-enfants qui n'ont pas à manger. Ça, c'est de la manipulation. Hein. C'est de la culpabilisation, c'est de la manipulation. Les parents sont en pleine psychopathie, là. Et l'enfant, il se dit, oula. Et puis le parent ajoute, et d'ailleurs, si tu ne manges pas cette banane, moi, je ne serai plus rien pour toi. Hein. Tout d'un coup, l'amour n'est plus inconditionnel. L'amour devient conditionnel. Parce que la nourriture, pour l'enfant, c'est la preuve qu'on l'aime. C'est en tout cas la preuve qu'il y a du lien. Et au départ, c'est de l'attachement dans cette dualité. Et donc, l'enfant va découvrir qu'il y a des conditions pour être aimé, qu'il faut respecter ces conditions et qu'il faut s'oublier. Et l'enfant va s'inhiber. Et c'est son 5e chakra qui va se fermer. Il ne va plus rien dire. Et il va subir. Et à l'intérieur, puisque ses besoins ne sont pas remplis, bien souvent, il n'ose pas les dire. Mais en plus, il se dit que s'il les dit, personne ne les écoutera, puisqu'on lui a obligé à manger une poire plutôt qu'une banane ou une banane plutôt qu'une poire. Il sait que c'est peine perdue. Et puis il se sent humilié quand il a montré qui il était et qu'on a nié qui il était ou ce qu'il voulait être. Donc il subit. Il rentre dans ce que Reich a appelé le masochisme. Alors ce mot peut faire peur parce qu'il a des connotations souvent plus sexuelles, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un mot qui vient d'un héros, d'un roman qui avait un succès à travers toute l'Europe au XIXe siècle, dont le héros principal était Monsieur Mazoc. Et ce monsieur Mazoc avait exactement le trait de caractère que je suis en train d'explorer avec vous. Et donc on a dit, voilà, ça c'est du masochisme. C'est tout, quoi. Et c'est ce trait de caractère où on ne s'exprime plus, on ne dit plus sa vérité parce qu'on a été trop nié, on a parfois été abusé, hein, humilié. Et donc l'enfant garde tout en lui, mais le besoin n'est pas rempli, donc il y a une colère. Et cette colère gronde. Et elle est cachée derrière un gentil sourire. Mais moi, je vois dans les yeux des gens qui ont ça, il y a de la souffrance, mais il y a surtout beaucoup de colère, qui peut exploser à certains moments. Et comme ils n'osent pas montrer leur colère et leurs besoins, ils te font exploser toi. Genre, je suppose qu'on n'a pas le temps d'aller au cinéma ce week-end, t'as à nouveau pas de temps, tant pis. Enfin, je t'ai pas dit qu'on ne pouvait pas aller au cinéma. Non, mais j'ai bien compris, t'inquiète pas. Ils vous provoquent. Et quand vous vous énervez, alors c'est le conflit. Tu veux aller manger ce soir au resto, ça va nous faire du bien. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas, comme tu veux. Non, mais tu veux des pâtes, tu veux de la viande. Vraiment, ça m'est égal. Plutôt crever que de dire ce que tu as envie, hein, quand tu es pris là-dedans. Et puis l'autre, évidemment, il est dans une autre dynamique. Il veut prendre les choses en main. Il veut passer une bonne soirée. Hein, il veut contrôler aussi que la soirée est bien. Ça, c'est le chapitre 4. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'autre finit par décider pour toi. Puisque tu n'as pas dit où tu voulais aller. Bon, à la limite, tu dis, je voudrais des pâtes.
Alors, tu veux des pâtes à la tomate ou tu veux des pâtes au glutamate? Glutamate, c'est chez les Chinois, la tomate, c'est chez les Italiens. Bah, vraiment comme tu veux. Donc, tu finis par aller à l'italien et l'autre dit, bah oui, c'est bien. On arrive à l'italien, on ouvre la carte et l'autre, alors en résistance, hein, parce qu'il est là pour te faire chier avec sa colère, mais hein, il te dit, il y a beaucoup de tomates hein, sur cette carte. On est au restaurant italien, chérie, c'est comme ça. Tu voulais aller au chinois? Non, non, c'est bien, je crois que je vais pas manger. Et il te gâche ta soirée. C'est merveilleux, non? Je suis sûr que vous connaissez ce genre de scène. Ah, c'est chouette. J'aime beaucoup ça. Allez, on veut aller au cinéma. Hein? Qu'est-ce que tu veux aller voir? Comme tu veux. Bah alors moi je vais aller voir ce film-là. Bah moi je suis pas sûr. Moi maintenant c'est réglé. Hein. Tu veux pas voir le même film que moi? Tu vas voir dans ta salle, moi je vais voir dans la mienne et on va manger ensemble pour se raconter nos deux films après. Hein. Ouf! Non, on n'a pas besoin de se tenir la main pendant qu'on regarde le film. Hein. Et après, on peut se raconter les deux films. C'est insupportable, ces jeux. Ces jeux, c'est le bac à sable. Enfin, c'est quand même la vie de tous les adultes. Hein. C'est fatigant. Mais oui. Et puis l'âme est triste, parce qu'elle voulait autre chose. Donc ça, c'est le masochisme. Alors, sexuellement, ça fait des vies un peu compliquées, parce que tout est en cachette. On doit transgresser l'interdit, hein, mais on le fait en cachette. Avec la nourriture aussi, on mange surtout ce qu'on nous avait défendu dans l'enfance, en cachette. Il y a des élèves de l'école de la posture juste ici, ils savent ce que je vais raconter. Je vais le faire. J'aime tant. Moi, j'ai découvert que j'avais du masochisme. Je croyais que je n'en avais pas. Hein. Enfin, on a tous tout. Hein. Mais j'ai découvert ça quand j'ai commencé à donner des conférences. Parce que je donnais des conférences avec un costume qui cachait le bas de mon corps. Enfin, une veste qui cachait le bas de mon corps. Et ça m'allait. Je ne me sentais pas trop exposé. Parce que souvent, les conférenciers ils se mettent derrière une table ou derrière un pupitre. Parce que c'est quand même assez exposant. Hein. Vous retrouvez toute cette énergie. Et beaucoup de conférenciers, c'est incapable de faire ça. Ils ont besoin d'un pupitre. Ils se protègent. Donc moi, j'avais pris le pari d'être devant les gens, mais il y avait ma veste qui me protégeait. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre de cette veste. Et je me suis présenté en jeans, comme ça, devant les gens. Et ça a commencé à déconner au niveau de la nourriture. Dès que je rentrais de la conférence, j'allais dans la cuisine, j'ouvrais le réfrigérateur et je bouffais. En compensation. Hein, et je bouffais tout ce qui m'avait été interdit dans mon enfance. Et, tu vas voir, en cachette, derrière la porte du réfrigérateur. Et là, on était au mois de décembre, en Belgique, on a une fête qui s'appelle la Saint-Nicolas, qui est plus importante pour les enfants que la Noël, parce que c'est là qu'on reçoit surtout les cadeaux. Et j'aime à la Saint-Nicolas la pâte d'amande. Chez nous, on appelle ça du massepain, avec des mandarines. Les deux ensemble, c'est comme le chocolat et le vin rouge. Hein. Waouh! Et donc, je suis dans le réfrigérateur en train de manger ma pâte d'amande et mes mandarines, et j'entends « T'es où? En bas. Tu fais quoi? Rien. » Je suis sûr que vous avez déjà fait ça. Hein? Tu penses quoi? Rien. Alors, il est 1h du matin, hein, il faudrait qu'on aille dormir. Oui, j'arrive. Et puis comme l'autre insiste de trop, tu finis par céder, mais tu résistes quand même et tu prends ta mandarine avec le massepain caché à l'intérieur et tu montes. Tu vas dans la chambre, tu prends ta bande dessinée, parce que moi j'aime lire les bandes dessinées quand je rends une conférence, ça me détend l'esprit. Et puis j'ai cette culture de la bande dessinée, et alors je mets la page comme ça, et je mange. Et l'autre qui te dit, ça sent la mandarine ici. Et tu es encore capable de dire, ah bon? C'est merveilleux. Ça, c'est le masochisme. Hein. C'est du masochisme sympathique, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. Et on se cache et on vit tout ça enfermé en nous, sans s'exprimer. Et puis le rapport au temps du masochiste en nous. Procrastination. Il suffit que tu doives faire quelque chose, tu le vis comme quelque chose qui t'est imposé, tu résistes et tu remets au lendemain, tout le temps. Même quand c'est toi qui te l'imposes. Et parce qu'il faut une autorité intérieure qui est capable de te dire non, c'est bon de le faire, donc je le fais. C'est pas bon, je le fais pas. Mais si ça, débarrassons-nous de cette tâche, parce que tant que tu t'es pas débarrassé de la tâche, dans ta procrastination,
ton énergie n'est pas disponible pour autre chose et tu préfères passer tout un samedi après-midi à scroller sur ton téléphone plutôt que d'aller finir, remplir ta déclaration d'impôt, je ne sais quelle chose qui... Hein. Eh ben oui, évidemment, hein, on résiste, mais on se fait du mal. Donc voilà, troisième chapitre. Ça commence à se gâter, hein, on en tient quand même une couche. Hein. On est mal barré pour vivre. Alors Reich nous explique que vers l'âge de 5-6 ans, l'enfant commence à avoir un cortex suffisamment construit pour analyser les situations. Et du coup, il est très sensible à la cohérence des situations, et notamment à la cohérence de ses parents. Si vous punissez un enfant et que vous levez la punition, c'est pas bon. Pour l'enfant, c'est pas bon. Parce qu'il perd ses repères, il ne sait plus qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai, et il se demande toujours si c'est pas de sa faute que les choses sont chaotiques. Parce que l'enfant, dites-vous bien qu'il voit ses parents comme parfaits. Il veut les voir comme parfaits. Après, à l'adolescence, il est tellement déçu par ses parents qu'il leur fait la guerre. Mais au départ, il les idéalise parce que c'est eux qui sont les dieux, c'est eux qui savent comment on mange, c'est eux qui savent comment on vit. Donc, il doit les voir comme parfaits, sans ça, il n'est pas en sécurité. Et tout d'un coup, il découvre que les parents disent une chose et font le contraire. Dans des choses anodines, genre papa qui dit à sa petite fille « Ma chérie, viens, on va aller se promener, ta mère est de mauvaise humeur, viens, tout le trésor de ma vie. » Vous imaginez la petite fille qui se dit « Ouais, je suis mieux que la déesse, là, ma mère, mieux que ma mère, mon père me le dit ?» Ou la mère qui dit à son petit garçon « Ah, ton père, laisse-le dans son football, on va aller faire des crêpes tous les deux, mon chéri, et tu pourras goûter la pâte. » C'est bon hein, quand on peut goûter surtout la pâte à gaufres, c'est mieux que la pâte à crêpes. Donc petit garçon, il est le roi du monde. Sauf que le soir, maman, elle fait un bisou sur la bouche à papa et pas à lui, et elle va dormir dans le même lit que papa, et lui, il n'y est pas convié. Il y a un truc qui ne va pas. Et l'enfant commence à se demander si c'est de sa faute, s'il n'y a pas quelque chose chez lui qui justifie qu'on n'est pas cohérent avec lui. Et là, c'est ce qu'on appelle une blessure narcissique. Il doute de sa valeur. Alors parfois, les choses viennent avec des événements plus dramatiques, mais je prends volontairement des événements un peu anodins pour vous montrer que la graine est plantée chez chacun de nous. Le programme de survie se réveille chez chacun de nous, même dans des petites choses en apparence anodines qui pour l'enfant sont signifiantes. Et du coup, quand on commence à se sentir manipulé par les adultes, quand par exemple, vous avez vos parents qui disent « Prête ton jouet à ta sœur ». Non. Enfin, fais un bisou à ta grand-mère. Non. Mais tu rends malheureux, papa. Papa, il est triste que tu ne veux pas donner un bisou. Il commence à sentir qu'on le manipule, qu'on le culpabilise. Quand il commence à se rendre compte de tout ça, vers 5, 6, 7 ans, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? La même chose. Il va commencer à manipuler, raconter des histoires pour obtenir, mentir, séduire. Ah, la séduction. Ça, c'est la première arme de cette part que Reich appelle le psychopathe en nous. Alors, psychopathe peut faire peur comme masochiste, et moi je garde ce mot. Je le préfère à pervers narcissique, parce que pervers narcissique, la perversité n'existe qu'à deux. La perversité, c'est quelque chose dans une relation. Il y a quelqu'un qui a de la psychopathie, quelqu'un qui a plutôt du masochisme, et à deux, ils jouent une partition. Et c'est pervers. Mais il y a une responsabilité chez les deux. Et comme les masochistes n'ont pas envie de voir leur responsabilité, ils jouent les victimes. C'est simple de dire je suis la victime d'un psychopathe, mais j'ai une part de responsabilité, c'est-à-dire d'habilité à apporter des réponses. Alors enfant, pas toujours, mais devenu adulte, si je reste coincé dans le statut de la victime, je n'ai jamais de réponse à apporter. Et mon champ d'énergie, parce que vous savez, tout passe par le champ d'énergie. L'enfant, il est très sensible à ça aussi. Vous lui dites quelque chose, si votre champ d'énergie donne une autre information, c'est le champ d'énergie qui est l'information pour lui. Son corps perçoit. Tout passe par le corps, la perception dans le corps. C'est pas le discours qui compte. Et les adultes racontent parfois n'importe quoi à leurs enfants. Quand je vois ça, je dis c'est pas possible. Et leur corps dit tout le contraire. Et l'enfant, il entend le corps, il n'entend pas le discours.
Et donc, dans ce couple pervers, hein, il y a un psychopathe et un masochiste, bien souvent. Et les deux, vous savez, derrière, hein, il y a l'oralité. Pour ne pas perdre le lien, on est capable de rester dans cette dynamique perverse. Pour ne pas perdre le lien. Et quand on n'en peut plus, on s'en va. On part en schizoïdie. Vous voyez le truc? C'est un truc de fou. Pendant ce temps-là, cette psychopathie, c'est un mouvement non pas de déconnexion, ça c'était la schizoïdie, non pas d'effondrement, ça c'était l'oralité, non pas de fermeture, de contention, ça c'était le masochisme, c'est un mouvement de décentrage pour prendre le contrôle. Pousser de contrôle. Le torse gonfle. Du coup, on perd de l'ancrage en bas, mais on est prêt à... On sort de soi. Et on sort de soi d'une façon très d'abord séductrice. Vous regardez le festival de Cannes, tous les psychopathes sont sur le tapis rouge là. Hé Brad, Angelina. Et on est attrapé par ces êtres-là. Ou nous-mêmes, on s'est attrapé quand on est là-dedans. Parce qu'il y a l'éclair dans notre regard et on est fasciné par les psychopathes. Ceci dit, les Français adorent les psychopathes. Chaque année, l'été, on a un numéro sur Napoléon, un numéro dans la presse, un numéro sur Louis XIV. On adore. Et quand vous choisissez vos présidents, si possible, vous en prenez des bien psychopathes. Bon, on va censurer ça parce que je vais me faire emporter, mais tant pis, ces gens s'exposent, donc nous, on a le droit de les regarder. Et sans les juger, mais juste en regardant cette dynamique, on voit bien qu'une personnalité comme celle de M. Sarkozy, il a du masochisme. Hein. Il a subi, bon sang, ça, avec son ex-femme, là, c'était compliqué, hein, Cécilia. Et moi, j'ai lu le livre qu'il avait écrit, et il mangeait du chocolat pour compenser, parce que... Hein, et puis alors, après, il est quand même rentré dans sa psychopathie très fort, hein, le Karcher, les machins, on a vu, hein, et travailler plus pour gagner plus, ok. Juste après lui, les Français, parce que vous êtes drôle, hein, les Français sont drôles. Franchement, parce que vous élisez les psychopathes et puis après vous êtes fâché sur eux. Et alors, vous dites on n'en veut plus. Et là, vous choisissez monsieur. Alors, non, normalement, il y avait monsieur Strauss-Kahn, qui lui était psychopathe, mais plus caché. C'était plus rond, parce qu'il avait son masochisme plus visible. Mais il y a eu la guerre entre M. Sarkozy et M. Strauss-Kahn, et je pense que ça s'est terminé sur un champ de bataille qui s'appelle le Sofitel à New York. Et là, il y en a un des deux qui a perdu. Et donc, on n'avait plus personne à mettre en lice dans l'arène des psychopathes. De toute façon, pour être homme politique, il faut une bonne dose de psychopathie. Pour faire ce que je fais, il faut une bonne dose de psychopathie aussi. Hein. Mais le tout, c'est d'utiliser cette psychopathie au service de quelque chose qui n'est pas que moi. C'est utiliser ses aptitudes à séduire, à attraper, mais pour construire quelque chose, pas juste pour les petits intérêts. Et là, alors, on a eu un désert face à M. Sarkozy. Alors, on s'est dit, allons chercher Flamby. M. Hollande. Et M. Hollande, bien sûr, comme tout politicien, il a certainement, comme tout être humain, moi en commençant, je ne suis pas en train de donner des leçons, mais regardons le monde, voyons ses mouvements. Et M. Hollande, il a de la psychopathie comme tout le monde, mais il avait beaucoup de masochisme. Alors il se prenait les pieds dans le tapis, il donnait des discours avec l'eau qui lui tombait dessus, il n'osait rien dire. Enfin, c'était drôle. Hein. Moi, je le voyais arriver à Bruxelles, au Parlement européen, là. Mais on avait pitié. Hein. Mais je préférerais partir en vacances avec M. Hollande qu'avec M. Sarkozy, parce que je pense que ça va être plus doux, plus calme avec M. Hollande. Bon, en attendant, vous avez été méprisant avec M. Hollande. Mais parce qu'on est déçus, on aime bien les psychopathes. On aime bien ceux qui nous disent tu vas gagner plus si tu travailles plus, viens, on va faire la guerre tous les deux. On aime bien ça. C'est pour ça qu'on élit ces gens-là au départ. Et qu'il ne faut pas s'étonner d'avoir des psychopathes au pouvoir. Mais pendant ce temps-là, dans l'expérience avec M. Hollande, j'ai vu qu'on l'a méprisé à un moment donné. Parce qu'on voyait plutôt son masochisme. Et alors, évidemment, juste après, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer M. Hollande? Voilà. On va chercher Napoléon. C'est fascinant. Mais on peut en rire. Et on le voit. Et en fait, ce qu'ils nous montrent, eux, est à l'intérieur de nous. Il n'y a pas à diaboliser. Il y a à essayer de comprendre et à essayer de voir comment on peut réajuster ça.
Alors, le psychopathe, il est là, il est tout gonflé, il pousse sur le monde. L'autre n'existe pas, hein. Je te séduis pour que tu me dises que je suis beau, et je te domine pour me dire que j'ai raison. C'est comme ça que ça passe. Bon, on a Monsieur Trump pour l'instant qui nous fait des cours accélérés de psychopathie mondiale. C'est merveilleux, hein. C'est merveilleux. On les a là devant nous. Monsieur Netanyahou, n'en parlons pas. Lui, c'est même plus caché, hein. Il sort les kalachnikovs. Hein. C'est merveilleux. Et en même temps, il y a une solution. Parce que le psychopathe, il pousse et il ferme son cœur sur les autres. Donc l'ajustement, ça va être de se recentrer, juste se recentrer. Déjà sentir quand on pousse. Moi, parfois, quand j'enseigne à l'école, je vois, je suis comme ça et je pousse avec le doigt comme ça. Rachida Dati. Merveilleux. Comme ça. Mais oui, mais il faut regarder, c'est devant nous, mais c'est en nous. Et alors quand je me vois faire comme ça, je fais Thierry, tu te calmes et tu reviens dans ton centre, ça me réancre. Et du coup, une fois que je suis ancré, je me sens en sécurité, je peux ouvrir mon cœur. Et j'ouvre mon cœur. Et alors je vois l'autre. Et là, je ne peux plus dire c'est justifié de le tuer. Non, c'est jamais justifié de tuer. Mais si je suis parti dans ma poussée, ça part au quart de tour, hein, et on est tous capables de le faire. Hein. Quand on est parti, on peut devenir d'une mauvaise foi pour justifier qu'on a raison de se battre et de vouloir gagner. Hein. C'est incroyable. Alors, dans la sexualité, ça se manifeste par beaucoup de séduction, mais tu ne me touches pas. Ça, c'est intéressant de voir ça. C'est Rudolph Valentino, hein, il était homosexuel. Toutes les femmes léchaient les pneus de sa voiture à Hollywood. Et lui, il était content. Non, elle léchait vraiment les pneus des voitures. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai, hein, cette histoire. Et lui, il était tout content. Hein, et on l'aime, hein, c'est Claude François, on l'aimait. Hein. Il faisait un magazine à son image, comme ça le voyait dans les kiosques. Les jeunes filles, elles en étaient bleues, crise d'hystérie. Et lui, il couchait avec deux, trois mineur, et puis après, il avait toujours sa grande blonde à côté de lui, hein. Il changeait de maîtresse, mais c'était toujours des grandes blondes, suédoises ou je ne sais quelle nationalité spectaculaire, et puis il enjambait les corps de toutes ces jeunes filles qui attendaient devant son domicile. C'est une psychopathie incroyable. Mais du coup, on est séduit, parce que le psychopathe, il a du charisme. Hein. On se laisse prendre par ça. Et dans le rapport à la nourriture, oh là là, j'appelle ça le syndrome de la mer méditerranéenne. Mais il n'y a pas que les mers méditerranéennes, mais pour vous donner une image, elle cuisine toute la journée, et quand vous arrivez à table, mange mon fils. Fais plaisir à ta mère, j'ai cuisiné toute la journée. Oui, oui, une cuillère, non, non, t'en prends trois. Et elle vous force à manger. La nourriture devient un enjeu de pouvoir. C'est terrible. Et elle vous culpabilise si vous ne le mangez pas, après qu'elle ait tant travaillé pour vous. C'est formidable. Le rapport à l'argent, même chose, moyen de pouvoir. Alors une générosité extraordinaire, hein, mais il y aura une addition tôt ou tard. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Eh bien, c'est du beau. Franchement, franchement, je suis déçu. Et toi, tu te dis, merde, j'aurais jamais dû accepter de recevoir tout ça parce que maintenant, il me dit que j'ai quelque chose à payer, me soumettre. C'est des enjeux de pouvoir. Dans certaines familles, c'est très fort. Hein. Les parents très généreux, mais c'est eux qui décident tout pour les enfants. Hein. Et puis, le rapport au temps du psychopathe, oh, c'est lui qui décide. Tu l'invites à 7 heures, il arrive à 20 heures. Alors, on peut arriver en retard pour une autre raison. Hein. Par exemple, le schizoïde qui n'a pas le sens de l'orientation, qui est perdu, il va arriver en retard aussi. Le schizoïde, le temps n'existe pas. Donc, il va partir à l'heure du rendez-vous. Mais il a oublié qu'il y avait un espace à parcourir. Donc, le temps n'existe pas pour le schizoïde. Hein. C'est merveilleux, ça. Mais on peut arriver en retard aussi par résistance. Hein. Le temps n'existe pas. C'est pour ça. Ah oui, et c'est ça qui est beau, c'est de regarder que tous dans nos vies, on a des moments où ça s'exprime, ces choses-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le comportement. Comme disait, Carl Rogers, tu peux pas limiter un être à son comportement. Il faut voir qui est derrière et la souffrance qui a amené à ce comportement.
Et il faut, en plus, dans une perspective spirituelle, ne pas oublier qu'il y a une âme tout au fond, qui souffre que la situation devient conflictuelle, difficile. Et alors, dernier chapitre, on y arrive, hein? Allez, encore 5 minutes. C'est bon? Je suis quand même bien, hein? Ah! Alors, j'ai le choix. Soit je culpabilise. Non, j'ai décidé que je ne culpabilise pas. Non. Mais dernier chapitre. Comme ça, on aura vu cette personnalité avant de s'amuser cet après-midi dans la nuit noire de l'âme, hein, et dans le cycle de révélation qui nous amène à la transformation. Mais Reich nous explique que ça commence très tôt dans l'enfance, mais ça va se raviver beaucoup au moment de l'adolescence. À savoir que l'enfant, il est spontané, hein, il n'a pas de filtre. Donc, c'est agréable, il rit, c'est désagréable, il pleure, il est spontané. Puis progressivement, bon, mais il voit qu'il y a des codes, qu'on ne peut pas pleurer à certains moments, que hein, on ne peut pas pleurer trop fort, ou qu'on ne peut pas rire trop fort. Voilà, il commence à emmagasiner les codes. Mais malgré tout, on lui pardonne beaucoup de choses, c'est un enfant. Et il y a une chose qu'on lui pardonne assez bien, alors ici je suis filmé, je vois, mais je vais quand même le faire, c'est qu'il aime bien toucher ses organes sexuels. Et je vois la gêne dans vos visages, hein. Ça vous gêne, hein? Mais regardez comme on est rigide, comme on est déconnecté d'une zone de notre corps qui est juste sensualité et stimulation de vie. C'est quand même de là qu'on vient, hein. Papa dans maman, hein. Et c'est très important ce que je vais vous dire, parce que c'est très spirituel, parce que ça touche vraiment à la vie. Et comment on se déconnecte de la vie? Parce que l'enfant, il se masturbe sur la table allongée. Il touche ses organes génitaux, il se sent. Mais on ne voit pas ça comme une masturbation, et c'est l'enfant quoi, qui se touche, il s'explore. Il y a même des parents qui ne le remarquent pas. Et puis, en prenant de l'âge, ben, on lui met des limitations à tout ça. Et j'ai pas dit qu'il fallait pas en mettre, hein. On ne peut pas laisser les enfants se toucher dans le métro. Mais en même temps, progressivement, il le vit dans la honte. Il se dit c'est pas bien. Quand le voisin sonne et qu'il est encore tout nu dans l'appartement et qu'on dit va vite t'habiller, le voisin est là. Pour l'enfant, c'est oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas rester tout nu? Adam et Ève étaient tout nus, non? Ah ben oui, mais justement, le jour où le mental s'en est mêlé, c'était fini. Et ils ont été chassés de ce paradis de la spontanéité, de la vérité, de l'authenticité. L'authenticité. C'est ma valeur première dans la vie. Être authentique. On n'a rien à cacher. On doit d'abord faire la paix avec soi et ne pas avoir honte de soi. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez tout me demander. Je vous répondrai toujours la vérité. Parce que je me suis pardonné, il y a des choses qui ne sont pas très glorieuses, mais en même temps, voilà, j'ai fait ce que je pouvais au moment où je les ai vues, et si je veux qu'elles changent, je dois d'abord les accueillir pour les changer. Si je dis qu'elles n'existent pas, comment voulez-vous qu'elles changent? Il y a tellement de gens qui mettent sous le tapis en disant c'est moi, ça n'existe pas. Je n'y crois pas 30 secondes. Hein? Et du coup, l'enfant enregistre tout ça, mais jusqu'à l'adolescence, ça va. Et au moment de l'adolescence, il voit son corps qui change. Il sait qu'il va aller vivre dans le monde des adultes. Et il sait que dans ce monde-là, il va y avoir toutes ces règles. Alors parfois, il fait une révolte, il ne veut pas y aller, il se teint les cheveux en bleu pour dire « je ferai quand même comme je veux », puis il perd ses cheveux. Manque d'autorité intérieure, hein, on ne se fait pas du mal en teignant ses cheveux en bleu, pas nécessaire, on peut s'affirmer autrement, mais tôt ou tard, on rentrera dans les rangs. Et le conformisme dans lequel nous vivons, il est stupéfiant. On est tous habillés pareil. Moi, honnêtement, hein, si j'avais pu aujourd'hui, je serais venu en djellaba. Parce que c'est tellement plus agréable. C'est magnifique djellaba égyptienne qui te font une silhouette magnifique, d'une dignité incroyable, les jalabaya. Et oh,
Et on serait bien là en djellaba, mais on aurait dit ça y est, il y a un gourou qui débarque, où il se prend la tête, le gars, donc mise en scène. Non, c'était plus confortable dans mes djellabas que dans. Mais bon, alors j'ai mis un pantalon, hein, comme tout le monde, et puis une chemise, comme tout le monde. Et pourquoi pas? Mais en même temps, rendons-nous compte comme cette volonté de conformité pour appartenir. Et l'enfant rentre là-dedans. Et progressivement, il se raidit, il se rigidifie. Alors les bons côtés, c'est qu'il est rigoureux, tu peux compter dessus et tout ça. Mais les mauvais côtés, c'est qu'à un moment donné, il perd sa spontanéité, il perd sa vérité, il n'est plus authentique et on est dans un jeu de dupes. Alors sexuellement, ça fait des vies, et beaucoup de nos contemporains sont confrontés à ça, des vies coupées en deux. Je ne peux pas me montrer entièrement, donc je ne peux pas te montrer mon cœur en même temps que mon sexe. Alors au début de la relation, ça va, parce qu'il y a l'appel des deux oralités, on se bécote, on se suce, on se lèche, ok. Et puis à un moment donné, ben oui, parce que à un moment donné, on a des enfants ensemble, puis on construit, et on commence à avoir des peurs de perdre tout ça. Et là, comme soi-même on évolue, on change, on a de nouvelles envies, des besoins d'explorer, on n'ose plus demander ou dire à l'autre. Et dans beaucoup de couples, il y a un fossé, alors qu'au départ, il y a un fossé qui se crée, et finalement, il n'y a plus de sexualité. Mais il y a de l'amour. Alors on trouve un amant ou une maîtresse sur le côté, et on dit à son amant ou à sa maîtresse, je quitterai jamais ma femme ou mon mari. Mais avec toi, c'est génial là. Mais c'est juste là. Et avec toi, c'est génial là. Mais c'est juste là. Et on est deux. On est coupé en deux. Beaucoup de gens vivent ça. Je résume, je n'ai pas l'espace pour explorer tout ça dans le détail, mais c'est merveilleux de comprendre, parce que du coup, on peut apporter des réponses à ça. Et ça demande d'ouvrir le cœur, parce que le rigide en nous, il a le cœur fermé, pas sur les autres. Le psychopathe, il a le cœur fermé sur les autres, qui ne compte pas, il les séduit, il les manipule, il en fait ce qu'il veut. Non, le rigide a le cœur fermé sur lui. Il a tellement une idéalisation de ce qu'il devrait être qu'il s'impose un manque de spontanéité, un manque de vie. C'est de la non-vie, la rigidité. Et nos sociétés sont extrêmement rigides. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'adolescents qui partent. Le suicide chez les adolescents est phénoménal. Parce que l'axe rigide schizoïde est très fort. Comme ce monde rigide n'est plus supportable pour ces adolescents, ils partent en schizoïdie, ils se déconnectent. C'est la non-vie suprême. Je pourrais vous dessiner un tableau si vous voulez tout à l'heure, il est dans la page 177 pour les Belges, parce qu'il y a des Belges ici, j'ai vu. Mais un tableau qui résume comment tout ça fonctionne en nous. Mais ce qui compte, c'est de se rappeler que derrière tout ça, il y a le vrai nous, l'âme. Et que derrière l'âme, il y a quelque chose encore plus profond, la vie, le soi, la conscience. Et après le déjeuner, je vais vous proposer d'aller dans notre corps contacter ces niveaux. Le corps, l'âme, le soi. Et quand vous allez travailler, comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans votre corps, vous aurez un chemin tangible, pas juste des idées. Et vous sentirez quand vous serez dans votre âme, quand vous serez dans votre corps, et quand vous serez relié à ce que j'appelle, je l'ai dit là tout à l'heure, le GPS, la source. Parce qu'il faut être inspiré dans la vie. Et c'est la source qui vous inspire. L'esprit, le souffle, le spiritus. À tout à l'heure. Mais je vous remercie de rester encore en place un instant. Merci, merci beaucoup Thierry. Bah ouais, c'est ça, j'ai pas envie. Y a pas grand-chose qui m'intéresse. Je vous écoute par politesse, mais j'aime autant rester au lit. Mes rêves ont bien plus d'intérêt que le monde que vous proposez, alors, si vous le permettez, ne me parlez pas de trop près.
Et c'est pas en levant le ton que je serai plus attentive. Oh, et la haie, ça va, c'est bon. Restez là-bas, là, sur l'autre rive. J'ai pas envie de vous écouter. Ça veut pas dire que je suis endormie. Ça veut juste dire j'ai pas envie. Je n'adhère pas à vos idées. Le désir, mais je sais très bien ce que c'est. Ne me prenez pas pour une moule. Si ce que je suis vous fout les boules, vous n'avez qu'à changer de sujet. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Elle est où, votre perspective? Je vais pas faire un pas dans le vide parce que vous me dites c'est par ici. Oui, ça s'appelle de l'ennui. Ce monde ne m'intéresse pas. Quel avenir? Il n'y en a pas. Voilà, il est là le souci. Il faudrait que j'aille m'agiter pour aller servir le délire. Mais c'est à vous de vous réveiller. Ça voudrait dire quoi, réussir? Qu'est-ce que vous me parlez de la vie? Comme si vous saviez mieux que moi ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. J'ai un cœur qui bat, moi aussi. J'ai pas envie de me fatiguer. Je n'ai pas la révélation. Quand ça viendra, vous le saurez. Quand je ferai ma révolution, il faudra me faire de la place. Mon action sera tentaculaire. Je vous retournerai les viscères, oui, prenez-le comme une menace. J'ai pas envie pour le moment. Et c'est pas vous qui décidez. Je suis peut-être adolescent, mais pas débile. Vous entendez ?